Bienvenue, enfin. On va pouvoir commencer ces mercredis du droit. Déjà pour rappeler un petit peu, pour remettre dans le contexte, les mercredis du droit, c'était la volonté du barreau de Nantes de rendre le droit un peu plus accessible, en tout cas au plus grand nombre. Et l'idée étant d'informer, de sensibiliser, de répondre à des questions sur des problèmes juridiques du quotidien, à destination des particuliers, mais également parfois à des professionnels, puisque notamment sur la thématique d'aujourd'hui, sécuriser ses achats en ligne, ça concerne évidemment tout consommateur que nous pouvons être, mais également ça peut concerner des professionnels, et des professionnels peuvent rencontrer également des problématiques à faire des acquisitions en ligne. Donc ce n'est pas uniquement que pour les particuliers, mais ça peut être également pour des professionnels. Donc ce sujet, sécuriser ses achats en ligne, alors on pourrait se dire que c'est pas un sujet nouveau, c'est une problématique qui existe depuis longtemps, mais les données sont toujours aussi impressionnantes d'année en année. Notamment avec effectivement la crise que l'on a connue et que l'on connaît toujours en réalité avec cette explosion des achats en ligne, où je regardais les dernières données de la fédération du e-commerce sur 2020. C'est le e-commerce, à peu près 112 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour 1,8 milliard de transactions, ce qui fait une moyenne à près de 61 euros le panier moyen d'une transaction. Surtout, ce qui moi m'a impressionné, c'est le plus 17 000 sites de vente en ligne juste sur l'année 2020. Alors, on imagine bien que ce sont tous les petites boutiques qui, du fait de la fermeture, ont créé assez rapidement leur site en ligne, mais plus 17 000 sites de vente en ligne en une année, c'est assez impressionnant. Donc voilà, l'idée, c'est de vous parler un petit peu de tout cela, et voilà, de vous proposer certains réflexes à avoir. Voilà, et maintenant, je n'arrive pas à changer de page. Utilisez vos flèches peut-être. Oui, mais ça me... souris sur le bon écran. Là, vous êtes sur le bon écran? Non, en fait, vous êtes plus sur le... Nous, on voit bien le bon écran. Enfin, on voit sécuriser ses achats. Oui, voilà, mais parce que maintenant, c'était passé au suivant. Alors, je vais... Pourquoi il ne veut pas changer? Non, toujours pas. Tac. Bon, j'arrive même pas à changer, à fermer mes pages. Très bien. Est-ce que tu veux que j'essaye de partager? Ouais, si là, c'est mon ordinateur qui ne veut plus répondre. Donc, ce qui est très bien pour une visio sur les achats en ligne avec des avocats compétents sur le domaine. C'est un bon exemple. Donc, l'idée, en tout cas, là, après, c'était de vous présenter un peu le plan. On va, le temps que je cherche, j'essaie d'avancer. On va vous parler en 4 temps sur cette thématique sécuriser les achats en ligne. Tout d'abord, il y aura une partie un peu sur les premiers réflexes à avoir, les réflexes de base à avoir quand on fait un achat quelconque en ligne. Ensuite, un petit focus sur les marketplaces, donc type Amazon, avec voilà, quelques règles particulières à avoir. Ensuite, un point sur le droit de la consommation, puisque tout de même, il y a certaines règles particulières propres au droit de la consommation. Et pour finir, la place des données personnelles. Donc, c'est un peu les 4 grandes thématiques qui vont nous occuper là. Tac. Oui. Moi, je n'ai pas réussi à partager l'écran. Est-ce que tu souhaites que je retente?
Je viens de relancer, du coup, j'ai réussi à Ah, ok, tout super. fermer. Pardon, excusez-nous, on essaye de... Et je peux aussi partager l'écran, moi, si vous préférez. Hein. Ah, sans envie. Ouais, dans ce cas, alors j'essaye peut-être une dernière fois. Ouais. En fait, ce que là, je l'ai. C'est bon, voilà. Ok, ça va être bon. Ah, bon. Donc voilà, donc voilà, c'est le plan que on va pouvoir qu'on va voir ensemble sur ce petit début de soirée. Pour commencer, donc moi je vais traiter d'abord le premier point sur les premiers réflexes à avoir lorsque l'on fait un achat en ligne. Donc là, c'est vraiment des conseils assez basiques, classiques, un peu juridiques, mais pas uniquement. C'est vraiment les premières attentions à avoir. Tout d'abord, lorsque on fait un achat en ligne, comment on a accès au site web, toute la question de la connexion, où vous êtes lorsque vous accédez à un site web pour procéder à un achat et donc à un paiement. L'idée, bien sûr, c'est de ne pas faire d'achat de paiement par un Wi-Fi public. N'utilisez pas de Wi-Fi public type dans une gare, dans un hôtel, dans une bibliothèque universitaire, dans un café, au Starbucks et ainsi de suite, avec votre ordinateur ou avec une tablette ou avec un smartphone. Évitez les Wi-Fi publics parce qu'on ne connaît pas la sécurisation qui est liée à ce Wi-Fi public et dès lors que vous pouvez être facilement visible et donc on pourrait récupérer un certain nombre de données et notamment vos données de paiement. Donc déjà, premier réflexe à avoir, on ne fait pas de paiement, on n'achète rien lorsque l'on est à distance. En tout cas, on essaie de limiter les acquisitions lorsqu'on utilise un Wi-Fi public. Donc, à l'inverse, il faut utiliser une connexion sécurisée et donc le mieux, c'est chez vous. Faites une acquisition chez vous avec une connexion sécurisée. Si vous avez votre Wi-Fi, il faut bien veiller à ce que votre Wi-Fi soit également sécurisé. Donc avec une clé Wi-Fi avec un mot de passe fort. Donc après, c'est toute la question des mots de passe forts qu'on retrouve assez régulièrement. Utiliser des mots de passe forts. Donc, globalement, les recommandations de la CNIL et même d'une manière générale, c'est au moins 12 caractères avec des minuscules, des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. De plus en plus, on recommande, par exemple, parce que ça peut être plus facile à retenir, d'utiliser des phrases complètes en supprimant les espaces, ça peut être plus facile à s'en souvenir. Cette question de mot de passe, de toute façon, en termes de sécurité informatique, elle est toujours essentielle, elle est toujours importante. Et quand bien même, lorsque vous irez sur un site marchand, à chaque fois, il faudra créer un compte et donc il faudra un mot de passe. Et à chaque fois, il vous faut créer un mot de passe fort. On retrouve la même problématique. Et on double cette problématique avec le fait que n'utilisez pas le même mot de passe sur les sites. Il faut changer de mot de passe par site. L'idée étant, vous le comprenez bien, c'est que s'il y a une faille de sécurité auprès d'un prestataire quelconque, auprès d'un site marchand quelconque, eh bien, si vous utilisez le même mot, si vous avez un pirate qui va récupérer une adresse mail avec un mot de passe, eh bien, il peut imaginer qu'avec cette adresse mail et ce mot de passe, si vous utilisez les mêmes pour beaucoup de sites, pour beaucoup d'autres sites marchands ou non, il peut accéder à énormément de données. Donc, des mots de passe forts et des mots de passe différents pour chaque compte, pour chaque site web. Alors, certes, c'est compliqué de retenir les mots de passe et après on fait face à une autre difficulté, c'est la multiplication des mots de passe et l'impossibilité de s'en souvenir. Il existe des solutions, il existe par exemple de plus en plus de solutions de coffre-fort de mots de passe. Vous avez une application qui est sécurisée et cryptée qui va enregistrer tous vos mots de passe. Parce qu'effectivement, il faut de la même façon éviter d'enregistrer vos mots de passe sur vos navigateurs. C'est extrêmement pratique, mais ça reste assez compliqué. Ça reste la même façon, si vous avez une faille de sécurité sur votre navigateur, un pirate peut avoir accès à tous vos mots de passe. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un coffre-fort de mots de passe, si c'est possible. Il y en a certains de gratuits, un peu limités, mais qui peuvent fonctionner, et donc qui vont s'intégrer à votre navigateur pour enregistrer vos mots de passe. Donc ça peut être bien. Ou alors à la vieille école, et je sais que moi je me sécurise également comme cela, c'est vous avez en plus un carnet papier, comme dans le temps, pour sécuriser votre mot de passe.
C'est assez contraignant, mais c'est en termes de sécurité informatique, la meilleure solution pour la sécurité informatique, c'est d'utiliser du papier. Et oui. Donc voilà, en tout cas, dès lors que vous accédez à un site web, voilà, préférez faire vos achats de chez vous. Et puis, utiliser un appareil qui est sécurisé. Que ce soit votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette, il doit être sécurisé. Et donc, c'est-à-dire à minima, il doit être à jour. Il faut mettre à jour toutes les mises à jour recommandées par les constructeurs avec de la même façon des logiciels antivirus qui sont à jour. C'est quelque chose d'essentiel de faire ces mises à jour-là. Et déjà, si vous avez ces premiers éléments, c'est une première sécurité de votre côté que vous pouvez contrôler et donc qui pourra limiter grandement les risques en cas d'achat en ligne et donc notamment de fuite de vos données de paiement. Ensuite, deuxième réflexe à avoir, c'est le contrôle visuel du site lorsque vous allez sur un site. Tout d'abord, cette petite carte de l'Europe, en fait, je voulais surtout, parce que j'ai pas trouvé de carte de France rapidement, l'idée c'est qu'il faut mieux privilégier un site français. Déjà, sur un site français, vous avez les conditions de protection des consommateurs qui sont bien meilleures que dans d'autres États. Alors, dans l'Union européenne, c'est à peu près équivalent, mais privilégier un site français. Et qui emploie de la même façon un bon français, avec pas trop de fautes d'orthographe. Simplement parce qu'en général, dès lors qu'on a une mauvaise utilisation de la langue française, on est davantage lié à des sites où il peut y avoir des arnaques ou des faux sites. Donc voilà, c'est un premier contrôle qu'on peut faire attention si vous ne connaissez pas le site. Deuxième condition, c'est le symbole de la victoire, en fait, c'est le symbole un peu de la renommée. N'hésitez pas à privilégier des achats sur des sites connus et reconnus. Donc soit des grands sites, des grandes chaînes, soit alors parce que vous connaissez le magasin physique. Et donc vous savez qui est derrière. Et donc ça, c'est aussi une bonne preuve, un bon élément pour sécuriser son achat. Si vous ne connaissez pas le site, eh bien, allez croiser, allez naviguer sur le web pour aller chercher des avis sur ce site, taper peut-être le nom du site avec le mot arnaque, escroquerie, et ainsi de suite, pour voir s'il y a des choses qui sont remontées sur cela, si vous ne connaissez pas le site. Mais c'est qu'autrement, essayez de privilégier des sites que vous pouvez connaître. Et enfin, troisième élément de contrôle visuel du site, c'est plus généralement, c'est est-ce que le site il est à jour de la législation ou est-ce qu'il respecte le droit? Et là, il y a des petites choses assez rapides sans être juriste, mais pour savoir est-ce que ce site il respecte le droit ou est-ce qu'il est à jour de la réglementation. Première chose, déjà maintenant, quand vous arrivez sur un site, on doit vous mettre en avant, par exemple, la politique de cookies. On doit vous dire attention, ce site va déposer des cookies, donc des petits fichiers sur votre ordinateur. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Et que par défaut, eh bien, on ne va rien déposer, si ce n'est des cookies techniques. Ça, notamment, c'est depuis avril où la réglementation s'est renforcée. Et donc, dès lors que vous arrivez sur un site où, dès à présent, on vous met en garde sur la politique des cookies, alors c'est très embêtant, vous avez toujours ce bandeau qui est devant vous, mais au moins, c'est rassurant parce que vous savez que le site y respecte la réglementation. Donc déjà, c'est rassurant. Ensuite, n'hésitez pas à aller, et surtout, c'est essentiel, je sais que peu de monde le font, mais d'aller voir les CGU et les CGV du site. Les CGU, c'est les conditions générales d'utilisation du site, mais surtout les CGV, les conditions générales de vente, où vous allez retrouver les règles qui vont s'appliquer, les règles notamment en droit de la consommation, toutes les règles qui seront exposées sur le droit de rétractation, sur les informations, sur les garanties, les conditions de remboursement et ainsi de suite. Et donc déjà, vous pourrez voir est-ce que le site il est conforme par rapport à ça et qu'on vous donne le maximum d'informations sur les conditions de paiement, encore une fois, les conditions de retour et ainsi de suite. Ensuite, en général, vous avez aussi un autre onglet en bas des pages. Tout ça, en général, vous les retrouvez en bas des pages, des pages web, des premières pages. Vous avez souvent un onglet qui s'appelle politique de confidentialité ou données personnelles. Alors parfois, vous n'avez pas d'onglet spécifique, c'est intégré dans les CGU ou les CGV. Là, c'est tout ce qui est donc protection des données personnelles. Alors, Stéphane en parlera tout à l'heure. Là, l'idée, c'est simplement, vous allez sur un site, vous allez sur la politique de confidentialité et vous regardez si c'est à jour. Si c'est à jour, notamment, il y a une grande réforme, il y a une grande réforme de 2016
qui est le Règlement général sur la protection des données, le RGPD. Déjà, simplement regarder, est-ce que dans la politique de confidentialité, on parle du RGPD? Ou est-ce qu'on est resté, on nous parle uniquement de la loi de 78, alors qui existe toujours, mais est-ce qu'on parle du RGPD? Est-ce qu'on évoque les finalités de traitement? Est-ce qu'on évoque, par exemple, le droit à la portabilité de vos données? C'est des petits détails, mais ces petits détails, c'est la nouveauté. Et donc, si vous avez un site qui évoque ces notions de finalité, de RGPD, de droit à la portabilité, eh bien, ça veut dire que vraisemblablement, c'est un site qui respecte la législation en la matière, et donc ça peut donner davantage confiance vis-à-vis du site. Et puis, dernier contrôle visuel, vous avez également en général un onglet qui s'appelle les mentions légales. Les mentions légales, c'est ce qui est obligatoire, ce qu'un site doit mettre obligatoirement pour identifier, pour s'identifier, pour identifier la société qui est derrière le site web. Et donc là, vous allez sur l'onglet mention légale et vous allez nécessairement, obligatoirement retrouver le nom d'une société avec une adresse postale et avec notamment un numéro de SIRET, le numéro de SIRET qui est le fameux numéro d'identification des sociétés. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez un doute, si vous trouvez ça un peu bizarre, eh bien, par exemple, vous faites un copier-coller du numéro de SIRET, vous allez sur un site officiel type Infogreffe ou alors un autre, mais qui fonctionne bien, société.com, vous faites un copier-coller du numéro de SIRET et puis vous vérifiez, et donc là, en fait, vous retombez sur la carte d'identité de la société, et bien vous vérifiez que si ce numéro de SIRET correspond à la société qui est indiquée dans les mentions légales. Et que là, en tout cas, vous êtes sûr d'avoir l'identité de votre co-contractant à qui vous allez acheter quelque chose. Alors après, ça n'empêche pas parfois les arnaques et certains sites qui vont utiliser des fausses mentions légales. Mais voilà, l'idée c'est de multiplier tous ces aspects-là pour être certain que le site peut être un site de confiance. Et enfin, dernier réflexe à avoir, donc là ça va être au moment du paiement, les derniers réflexes. Déjà, bien faire attention, le principe en droit français, c'est le principe du double clic. Vous devez au moins cliquer 2 fois lorsque vous voulez acheter quelque chose sur le web. Le premier clic, en général, c'est au moins lorsque vous allez sur le panier, où vous devez avoir une page de vérification de la commande avec ce que vous avez commandé, les quantités, le prix, le prix de la livraison. Donc là, vous retrouvez, après un premier clic, vous retrouvez les informations. Et ensuite, il faut nécessairement un second clic pour valider le paiement. Et donc, ce double clic, il est essentiel. Ensuite, sur le site, toujours vérifier, par exemple, que le site est sécurisé. Alors ça, c'est dans la barre d'état, tout en haut de la page, vous devrez retrouver un petit cadenas qui doit apparaître en général. L'idée, c'est que les sites sont sécurisés lorsque ce sont des sites qui commencent par HTTPS, et après vous avez 2 points, / et le www. Et le nom du site. Donc ça veut dire que c'est un site sécurisé. Alors que si vous n'avez l'adresse, le nom de domaine, c'est HTTP : et www. Mais il n'y a pas le S, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécurité qui est associée. Le HTTPS, justement, en général, il se transforme en ce petit cadenas que vous pouvez voir dans la barre d'état tout en haut. Donc si vous avez ce petit cadenas, ça veut dire que c'est un site sécurisé et que vos données bancaires notamment seront cryptées. Donc c'est un gage de garantie. Et clairement, ne faites pas de paiement si vous n'avez pas ce petit cadenas. Ensuite, pas d'enregistrement des données bancaires sur un site web ou sur votre téléphone ou autre. Autant je veux bien comprendre l'enregistrement des mots de passe sur un navigateur parce que c'est quand même très pratique, mais par contre n'enregistre pas vos données bancaires. C'est un peu plus contraignant, mais oui, il faut mieux retaper à chaque fois son numéro de carte bancaire, le cryptogramme et ainsi de suite, mais n'enregistrez pas vos données bancaires. Et pour terminer aussi, n'hésitez pas au moment du paiement, alors là c'est plus de vous de votre côté au niveau de votre banque, de s'assurer qu'il y a une double authentification qui est mise en ligne, soit avec une confirmation par SMS, avec un numéro à cocher, ou soit maintenant il y a beaucoup avec une application sur votre smartphone où vous devez valider en plus le moindre paiement. Là aussi c'est contraignant,
puisque dès que vous voulez faire un simple paiement, vous devez reprendre votre téléphone, ouvrir l'application, mettre le mot de passe de l'application pour valider. C'est contraignant, mais encore une fois, c'est un gage de sécurité. Donc voilà pour ces premiers réflexes à avoir en la matière. Et donc maintenant, on va voir tout ce qui est marketplace. Et donc je donne la parole à Stéphane. Stéphane? Je n'avais pas mis mon micro. Ah, voilà. C'est la raison pour laquelle vous ne m'entendiez pas. Donc, j'étais en train d'expliquer que lorsque vous faites un achat sur Internet, il est parfaitement possible que la plateforme sur laquelle vous avez accès aux produits ou aux biens mis en vente soit en fait un intermédiaire, ce qu'on appelle une marketplace ou un opérateur de place de marché à la française, qui en fait est un intermédiaire entre vous et le vendeur. C'est-à-dire que la marketplace en tant que telle a rarement et même quasiment jamais la qualification de revendeur. Elle n'achète pas pour revendre, elle met en lien des vendeurs et des acheteurs. Donc, on est dans une relation tripartite très souvent. Je veux pour exemple la marketplace Amazon ou encore Alibaba ou enfin la Redoute, qui sont des sites qui vont proposer des biens, des produits ou des services qui sont vendus par différents revendeurs. Donc, je veux bien qu'on passe au slide suivant. On est dans une relation tripartite et il va falloir identifier le rôle de chacun. Donc, l'intermédiaire, la marketplace, Amazon, la Redoute, quel va être son rôle? Quelle sera sa responsabilité dans l'hypothèse où, finalement, si vous deviez ne jamais recevoir le bien acheté ou les délais de livraison, eh bien, en l'état du droit, et c'est l'article, c'est la loi dans la confiance numérique, qui est quand même une loi de 2004, qui, donc pas tout à fait récente, qui a précisé que, en général, les marketplaces avaient le rôle d'intermédiaire technique et par conséquent, n'étaient pas responsables de la transaction en tant que telle. En général, la marketplace, elle a un rôle d'intermédiaire, de courtier. Elle peut avoir un mandat de mettre en lien un vendeur et un acheteur, et par conséquent, elle n'est pas le vendeur elle-même, et donc elle ne supporte pas de responsabilité de principe. Dans certaines hypothèses, elle va avoir évidemment une responsabilité en tant qu'intermédiaire technique, c'est-à-dire elle va devoir s'assurer que la connexion est bonne, que l'hébergement se fait bien, qu'on peut avoir accès justement à cette marketplace, qu'on peut avoir accès aux produits ou services vendus par l'ensemble des utilisateurs vendeurs de la marketplace, qu'elle va avoir comme rôle aussi de sécuriser les transactions et d'être en lien avec la société assurant l'infogérance. Donc voilà le rôle en général de cet intermédiaire. Il s'avère que dans certaines situations, alors, je veux bien que tu as... Voilà. Le principe, c'est celui-là, c'est que pas de responsabilité de l'intermédiaire, donc de la marketplace, c'est ce qui est indiqué par ce 0, sauf alerte. Ça signifie quoi? C'est-à-dire que le jour où je m'aperçois que sur Amazon, par exemple, il y a des produits contrefaisant ma marque qui sont mis en vente, ou que je m'aperçois que finalement j'ai passé une commande et que je n'ai jamais reçu le bien commandé, je vais en informer l'intermédiaire. Donc l'intermédiaire, la marketplace, est informée de l'existence d'une difficulté, de ce que le contenu est illicite ou encore de ce que le vendeur présent sur la marketplace ne respecte pas ses obligations. Et dans ce cas-là, l'intermédiaire engagera sa responsabilité si, une fois alerté, il n'agit pas de manière prompte pour soit supprimer le contenu, soit en
en supprimer l'accès. Donc, tant que l'intermédiaire, tant que la marketplace n'est pas avisée soit par un concurrent, soit par un acheteur qui a utilisé la marketplace, de ce qu'un vendeur, un utilisateur de la marketplace n'est pas en conformité avec ses engagements ou publie du contenu qui est illicite, tant que cet intermédiaire n'est pas avisé de ce contenu, de cette difficulté, il n'engage pas sa responsabilité. Il engage sa responsabilité si, une fois avisé, il n'agit pas de manière prompte. Dans ces situations-là, il peut être intéressant de vérifier les conditions générales d'utilisation du site de la marketplace pour voir si la marketplace elle-même prend un engagement supplémentaire par rapport à ce qu'impose la loi et de voir si la marketplace vérifie le contenu des annonces publiées par son intermédiaire. Alors, parfois, elle ne le fait pas parce que pour des raisons techniques ou pour des raisons pratiques, elle ne pourrait pas vérifier l'ensemble des contenus mis en ligne par son intermédiaire. Toutefois, si elle prend cet engagement, eh bien, vous aurez la possibilité aussi d'engager sa responsabilité dans l'hypothèse où le bien livré ne serait pas conforme et que vous n'auriez plus de contact avec le vendeur direct, ou si des délais importants de retard de livraison étaient constatés, vous pourriez, dans cette hypothèse, engager la responsabilité de l'intermédiaire. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? J'avais une idée et puis elle m'a échappé. Elle me reviendra, je ne suis pas inquiète. Donc, on a parlé de... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que cet intermédiaire, par principe, a un rôle d'intermédiaire technique, donc pas de responsabilité, mais il se peut que la jurisprudence disqualifie le rôle de l'intermédiaire de simple hébergeur et lui accorde la qualité d'éditeur de contenu et par conséquent lui fasse supporter une responsabilité directe. C'est la jurisprudence Alibaba où sur le site Alibaba il y avait des fauteuils, alors je ne sais pas si c'était des fauteuils, bref c'était des produits Lafuma qui étaient des contrefaçons. Lafuma avait informé Alibaba de l'existence de contenu de vente de produits de contrefaçon. Évidemment, Lafuma n'avait jamais réussi à remettre la main sur le contrefacteur. Elle s'est retournée contre Alibaba et le tribunal de grande instance de Paris a considéré qu'Alibaba Marketplace n'était pas seulement un hébergeur, mais supportait une responsabilité d'éditeur de contenu, donc à requalifier le contrat entre les parties et à considérer que Alibaba était responsable de la diffusion et de la mise en vente de ces produits de contrefaçon. C'était ça que je voulais dire. On peut passer donc au-delà de ces précisions, quid de la responsabilité du vendeur? Donc, vous avez bien compris, la marketplace, c'est une sorte de vitrine dans laquelle c'est comme un grand marché, comme son nom l'indique, où vous avez plusieurs marchands qui sont présents et qui vendent leurs produits. Donc, le vendeur qui passe par cet intermédiaire de marketplace reçoit la qualification d'e-commerçant et se voit imposer des obligations par l'article 14 de la LCEN. Donc, ces obligations premières, c'est de s'identifier. On doit pouvoir sur cette marketplace identifier qui est la personne à qui vous achetez le produit concerné. Parce que c'est lui qui sera responsable. Donc, on en revient à toutes les informations dont tu as parlé, Michael, qui sont si c'est une société, sa dénomination sociale, son numéro de RCS, donc le numéro tiret dont tu parlais tout à l'heure, son siège social, éventuellement un numéro de téléphone et un contact mail, puisque ça vous permettra en cas de difficulté de vous adresser directement auprès de cette personne et donc de pouvoir faire une réclamation puisque c'est lui qui supporte la responsabilité directe auprès de vous puisque c'est votre co-contractant et que la marketplace n'a eu qu'un rôle d'intermédiaire, d'entremise entre vous et le vendeur.
se pose le problème parfois d'identifier qui est le vendeur et finalement quelle est sa qualification juridique. C'est ce monsieur qui a un sac en craft avec un point d'interrogation sur la tête. Et pour indiquer que parfois la réglementation sera distincte selon que le vendeur est un professionnel, un non professionnel ou un vendeur. Et l'ensemble des indications qui vont vous être données par le vendeur d'identifier s'il est en société ou s'il ne l'est pas, vous permettront, vous ensuite, de distinguer s'il s'agit d'un particulier, d'un professionnel ou d'un non-professionnel, et ensuite de savoir quelle est la législation applicable, notamment en matière de droit de la consommation, où il y a des dispositions impératives qui s'imposent. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur ces questions, mais donc vérifiez bien, ça fait partie des points de vigilance dont parlait tout à l'heure Michael, vérifiez bien l'identité lorsque vous êtes sur une marketplace du vendeur, de celui qui propose des produits ou des services. Assurez-vous aussi en cas de litige, parce que ce sera plus simple, en cas de retour ou de produits qui seraient défectueux ou livrés de manière non conforme, assurez-vous qu'il a une adresse, un siège social en France. Ça facilitera considérablement les échanges en cas de difficulté. On peut passer au slide suivant, Michael, s'il te plaît. Et les points de vigilance. Alors, ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours. Je passe une commande sur le site de la Redoute et je ne fais pas attention. Et en réalité, j'avais acheté à plusieurs vendeurs différents. Et pourtant, j'étais sur une unique plateforme et je me disais, j'achète à la Redoute, c'est formidable, des produits qui viennent de différentes marques. Pour autant, mon seul interlocuteur sera la Redoute. Eh bien non. Donc, soyez vigilants parce que, comme je vous l'indiquais, la marketplace peut vous proposer des produits vendus par différents vendeurs et que vous pouvez acheter à l'occasion de la même transaction. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvée à acheter des produits pour enfants, émanant pour certains de la Redoute et d'autres de Monoprix. Et j'attire votre attention parce que c'est important et le fait d'avoir des vendeurs qui sont différents, eh bien, ça suppose que leurs conditions générales de vente peuvent être différentes. Les conditions de retour peuvent être différentes. Le délai de rétractation dont tu parleras, Michael, tout à l'heure, peut être également différent et ne pas s'insérer dans le même délai. Certains restent sur la limite de 14 jours fixée par le droit de la consommation et d'autres vont au-delà, jusqu'à 1 mois après la livraison. Et puis certains prévoient des retours gratuits et d'autres des retours payants. Donc ce n'est pas parce que vous achetez plusieurs produits à l'occasion de la même transaction que vous êtes soumis aux mêmes conditions générales de vente. Donc là, je vous invite évidemment à la plus grande vigilance puisque selon les vendeurs, les conditions peuvent être différentes et ça peut avoir des conséquences sur les retours notamment et les conditions de ces retours. Voilà donc les observations que je voulais faire sur la responsabilité de marketplace. Distinguer bien la responsabilité du vendeur en tant que tel de la responsabilité de la marketplace qui est vraiment une responsabilité subsidiaire. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et que sa responsabilité ne sera engagée que si elle est avisée de l'existence de difficultés et qu'elle n'a pas agi de manière prompte pour faire cesser ces problématiques et notamment la diffusion de contenus litigieux. Je voudrais parler aussi des pratiques déloyales parce que malheureusement, elles se rencontrent. Les pratiques déloyales, elles sont prohibées par le Code de la consommation. Elles entraînent l'annulité du contrat, donc c'est une sanction civile, et elles entraînent également possiblement des sanctions pénales. Ça veut dire que le vendeur ou la marketplace qui aurait des pratiques déloyales qui tendraient à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, vous engager à double-cliquer pour passer cet achat dans la précipitation ou en ayant le sentiment de faire l'affaire du siècle, eh bien, ces pratiques sont lourdement sanctionnées.
Donc, dans ces pratiques que j'ai pu relever, c'est d'abord cette petite horloge qui suppose que le compte à rebours est lancé et que le site vous propose une offre incroyable pendant un temps déterminé. Et si vous n'acceptez pas tout de suite ou dans un délai de 3 jours, eh bien, cette offre va vous passer sous le nez. Et puis, vous vous apercevez 3 mois après avoir passé cette commande, que finalement, la promotion était toujours en cours 3 mois après. Donc, cette technique de vous faire croire que l'offre est valable pendant un certain délai ou que la remise est valable pendant un certain délai, eh bien, c'est une pratique déloyale. Le fait, la petite icône priceprofile.com, c'est des comparateurs de prix qui ont été sanctionnés parce qu'en réalité, ils n'indiquaient pas qu'ils étaient un site publicitaire et qu'en fait, les prix qu'ils comparaient étaient destinés à promouvoir certains vendeurs plutôt que d'autres. Le fait également d'indiquer que vous présentez des garanties exceptionnelles, dont on parlera tout à l'heure Michael, notamment des garanties de conformité de 2 ans, et que c'est absolument incroyable qu'un vendeur puisse prendre ce type d'engagement, eh bien, il faut savoir que ça, c'est une pratique déloyale puisque c'est destiné à tromper le consommateur, puisqu'en réalité, la garantie de conformité de droit est de 2 ans. Donc, le fait de le présenter comme exceptionnel est une pratique déloyale puisque c'est de droit. Une autre pratique déloyale que j'ai pu relever, c'est le site avocat.net qui présentait des prestations qui en réalité n'étaient pas rédigées, en tout cas des interventions qui n'étaient pas rédigées par des avocats, alors même que le site portait comme nom de domaine www.avocat.net. Donc le fait de laisser penser que le site est géré par des avocats, eh bien, trompe le discernement du consommateur et l'incite, le cas échéant, à souscrire le contrat. D'autres pratiques déloyales, c'est la société Cdiscount qui a été sanctionnée parce qu'elle avait des pratiques assimilables à de la vente forcée, puisque par défaut, elle intégrait des produits dans votre panier. Donc, c'est-à-dire que vous commandiez une paire de chaussettes et de facto, on vous mettait une paire de baskets. Ou plutôt l'inverse, vous commandiez une paire de baskets et de facto, on joignait à votre panier la paire de chaussettes qui allait bien. Donc, ça, c'est interdit, sanctionné. De même, les contenus, lorsqu'ils sont sponsorisés, et lorsque, par exemple, une marketplace met en avant, référence mieux certains vendeurs par rapport à d'autres, eh bien, cela doit être indiqué. Les contenus sponsorisés doivent être indiqués. Et cela est prévu donc par l'article 20 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique et également par l'article S121-1 du Code de la consommation, puisque le fait de présenter du contenu rédactionnel comme étant de l'information alors même que c'est destiné à faire la promotion d'un produit et que le contenu, le vendeur a payé pour pusher de l'info, eh bien, vous devez en être avisé si tel n'est pas le cas. C'est assimilé à de la pratique commerciale trompeuse et sanctionnable en tant que telle. Voilà donc les observations que je voulais faire s'agissant de la marketplace. Merci. Donc, je vais prendre la suite pour vous parler maintenant un petit peu du droit de la consommation. Quelques éléments du droit de la consommation qui s'appliquent pour les achats en ligne, notamment 2 points très importants, le fameux droit de rétractation et ensuite on verra la garantie de conformité dont Stéphane vient de parler. Tout d'abord sur ce droit de rétractation, le principe c'est lors d'un achat en ligne, vous avez nécessairement un droit de rétractation de 14 jours. Et donc qui vous permet de rétracter votre consentement sans avoir aucun motif à donner et donc ensuite de rendre le bien et de vous faire rembourser. Et donc c'est quelque chose qui est de droit, qui est légal et donc il n'y a aucune possibilité
de limiter l'exercice de ce droit. Alors, il faut effectivement, parfois, certains professionnels vont aller même au-delà de ce droit de rétractation, et effectivement, parfois, ils vont proposer un droit de retour d'un mois, et donc là, c'est des garanties commerciales supplémentaires qui sont soumises non plus à la loi, mais aux conditions générales de vente. Là, l'idée, c'est vraiment de vous exposer le noyau dur du droit de rétractation, ce qui est votre droit pour tous ces achats. Alors, quelques conditions tout de même à bien respecter. D'une part, c'est bien pour les contrats entre un professionnel et un consommateur. C'est entre un professionnel et un consommateur, donc c'est un contrat de la consommation. C'est-à-dire que ça ne concerne pas les achats à titre professionnel. Tous les achats à titre professionnel ne sont pas concernés. Et surtout, ça ne concerne pas les achats-ventes entre deux particuliers, entre deux consommateurs. Donc le bien que vous pouvez acheter, par exemple sur une marketplace, mais qui est vendu par un particulier, il n'y aura pas de droit de rétractation, ou les achats sur le Bon Coin, par exemple, il n'y aura pas de droit de rétractation. D'où l'intérêt, par exemple, sur ce type de site comme le Bon Coin, de bien dissocier si votre vendeur il est professionnel ou consommateur. Si vous contractez avec un particulier, pas de droit de rétractation. Si vous contractez avec un professionnel, vous avez un droit de rétractation. Donc ça, c'est un élément qui est important. Ce droit de rétractation, il s'applique pour un produit ou un service qui est acheté en ligne. Donc c'est pour tout type de produit et bien également de service acheté en ligne, y compris pour un produit soldé, y compris pour un produit d'occasion. Là, ça ne pose pas de difficulté. Il y a des petites différences, mais le principe, c'est que ce droit de rétractation, y compris si c'est un produit soldé ou un produit d'occasion, ce droit de rétractation va s'appliquer. Il faut faire surtout attention, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'exceptions où le droit de rétractation ne joue pas. Et parfois, certains professionnels vont un peu jouer sur ces exceptions pour sous-entendre que le droit de rétractation ne s'applique pas, alors qu'en réalité, il s'applique. Alors, étant entendu que c'est une obligation également du professionnel de bien préciser si le droit de rétractation s'applique ou non. C'est une de ces obligations. À chaque bien, vous devez savoir précisément est-ce que ce droit peut s'appliquer ou non. Alors, rapidement, sur les grands types de produits ou de services qui ne sont pas concernés par le droit de rétractation, c'est-à-dire que si vous les achetez en ligne, vous n'aurez pas ce droit de rétractation. Par exemple, ce sont les services qui vont être pleinement exécutés avant la fin du délai. Vous commandez un service, mais qui va être immédiatement exécuté, et on vous a informé que vous commandez ce service. Si le professionnel l'exécute tout de suite, vous ne pourrez pas faire jouer votre droit de rétractation. Donc, on vous donne cette information spécifique. Et bien, dans ce cas-là, évidemment, le droit de rétractation ne s'applique pas. Ensuite, ce sont par exemple les biens commandés sur mesure. Tout ce qui est sur mesure, forcément, on le comprend également que vous ne pourrez pas le rendre dès lors qu'il a été conçu sur mesure. On a par exemple les biens qui ont été décelés et qui ne sont pas retournables pour des questions d'hygiène notamment. C'est par exemple tous les produits avec un opercule, les produits d'hygiène, de santé, certains produits alimentaires qui ont une opercule, ou même des sous-vêtements qui sont dans des sachets fermés, zippés. Bien, dès lors qu'ils sont décellés, bien, ils ne peuvent plus être retournés, mais pour des questions d'hygiène. Alors, à l'inverse, par contre, s'ils ne sont pas décelés, c'est-à-dire que si vous récupérez un produit cosmétique, mais il y a l'opercule, mais vous n'y touchez pas, bien, vous avez le droit de le retourner. Mais dès lors que vous l'ouvrez, vous ne pouvez plus, pour ce type de biens, les retourner. De la même façon, tous les biens périssables ou détériorables rapidement, donc la majorité des produits alimentaires, enfin certains produits alimentaires frais, on va dire, et où les plantes qu'on peut acheter en ligne il n'y a pas de droit de rétractation. L'achat du contenu numérique, si vous achetez du contenu numérique en ligne, pas de droit de rétractation, on le comprend bien aussi puisque potentiellement vous l'avez déjà consommé et donc pas de rétractation. Point intéressant, important, tous les travaux strictement nécessaires pour répondre à une urgence. Vous êtes devant chez vous, vous n'ouvrez pas, vous appelez un serrurier avec une application. C'est une prestation strictement nécessaire pour répondre à une urgence. Il n'y a pas de rétractation. Ça, il faut. Mais
pas de rétractation uniquement sur la prestation qui concerne l'urgence. Si une fois que le serrurier, ou alors si une fois que le plombier est là, et bien en plus il vous fait une autre prestation à côté, là par contre en théorie il y a à nouveau une rétractation de 14 jours, et donc en gros c'est à dire qu'en théorie il ne peut pas intervenir immédiatement sauf à renoncer expressément à votre droit de rétractation. Et puis pour finir, on a aussi tout ce qui est service d'hébergement occasionnel, hôtel, camping, location de voitures, restauration, loisirs, pas de droit de rétractation pour tout ce type de service. Et donc voilà, pour tout ça, on n'a pas droit de rétractation, mais tout le reste, ce droit de rétractation existe. Et encore une fois, lorsque le droit de rétractation ne va pas s'appliquer, le professionnel a l'obligation de vous en informer. Le délai est de 14 jours de droit, et ce délai va courir à compter de la formation du contrat pour les prestations de services, ou par exemple quand vous achetez, pour des prestations de services, ou alors pour 14 jours à compter de la réception du bien. Donc c'est soit la formation du contrat au moment où vous allez cliquer en ligne, si c'est pour un service en ligne notamment, ou alors c'est à compter de la réception du bien. Et donc c'est là le délai de 14 jours va courir. L'idée, c'est que vous devez, si vous voulez exercer votre droit, vous devez notifier votre rétractation dans ce délai des 14 jours. Pour notifier votre rétractation, eh bien, le professionnel, encore une fois, il a l'obligation de vous communiquer un formulaire type de rétractation, soit sur son site, soit il vous envoie le bien, en général, vous allez le retrouver dans votre colis. Soit vous remplissez le formulaire type, soit vous pouvez très bien utiliser un papier libre, ou même parfois certains sites proposent une possibilité de se rétracter en ligne, avec un formulaire en ligne. L'idée, c'est simplement de le faire dans les 14 jours et de prouver la notification de votre rétractation. Alors c'est pour ça que parfois, ça peut être pertinent de le faire par lettre recommandée. Après, c'est toujours un peu contraignant de faire une lettre recommandée. Mais l'idée, c'est que si vous arrivez à prouver cette notification, notamment si vous avez un courriel qui est mentionné dans les conditions générales de vente, sur le site et ainsi de suite, vous envoyez par courriel et ensuite vous conservez bien cette trace du courriel et en théorie, il n'y aura pas de difficulté. Une fois que vous avez notifié de votre rétractation dans ce délai de 14 jours, ensuite, le contrat de consommation est résilié. Donc, il n'y a plus de contrat. Il n'y a plus de contrat, donc vous devez restituer le bien et en face, le professionnel va vous rembourser. Donc, vous devez restituer le bien. C'est-à-dire que vous devez le renvoyer. Notamment, si vous avez été livré d'un bien. Donc, vous devez le renvoyer. Par principe, quand vous renvoyez ce bien, c'est à vos frais. Le professionnel n'a pas l'obligation de prendre en charge les frais de retour. Même si un certain nombre aujourd'hui de professionnels proposent un retour sans frais, c'est un avantage commercial, certes, mais ils ne sont pas obligés de le faire. Donc le retour, c'est à vos frais. Le retour se fait à vos frais. Et donc vous devez faire ce retour dans les 14 jours suivant votre notification. Ensuite, le professionnel, une fois qu'il va récupérer le bien ou une fois qu'il va prendre note de la rétractation, il va vous rembourser. Il va vous rembourser le prix d'achat, mais également il vous rembourse des frais de livraison standard. Ça, c'est quelque chose d'important. Il va vous rembourser des frais de livraison standard. Si on vous propose des frais de livraison de base gratuits par un retrait dans un point relais, dans ce cas, il n'y aura pas de remboursement de frais de livraison. Si vous-même, alors qu'on vous proposait des frais de livraison gratuits dans un point relais, vous avez choisi l'option livraison à domicile dans les 2 jours à 5 € en plus, là par contre, vous ne serez pas remboursé de ces frais de livraison. Vous ne serez remboursé que des frais de livraison standard, et ainsi que le prix d'achat. Et donc voilà comment mettre un terme au contrat, parce que voilà, vous avez un droit de rétractation, un droit de réfléchir sur l'achat que vous venez d'effectuer en ligne. Et en cas de contentieux quelconque, l'intérêt, c'est d'abord vous envoyer un courrier, éventuellement une mise en demeure, si le professionnel refuse la rétractation. Ensuite, aujourd'hui, il y a des médiations obligatoires qui doivent être proposées par les professionnels, et donc vous pouvez par exemple vous rapprocher de la Fédération des entreprises de vente à distance, la fédération que j'évoquais en introduction avec les derniers chiffres, et donc qui propose des services de médiation, qui sont des services de médiation et qui sont gratuits pour le consommateur.
Et donc ça peut être intéressant, et autrement, bien sûr, aller voir des associations de consommateurs ou votre avocat préféré, bien sûr. Donc voilà pour le droit de rétractation. Et ensuite, sur la garantie de conformité, donc là, la garantie de conformité, l'idée, c'est que vous avez une garantie à ce que le bien que vous avez acheté, alors là, la garantie de conformité, elle s'applique pour tout type de bien. Mais c'est intéressant de le rappeler comme de tout type de bien et tout type d'achat, en ligne ou pas en ligne, mais c'est bien de le rappeler ici parce que c'est quand même tout de même important. Donc rapidement, cette garantie de conformité, donc toujours, c'est du code de la consommation, mais c'est toujours pour des contrats entre un professionnel et un consommateur. L'idée, c'est que si le bien n'est pas conforme à ce que vous avez commandé, eh bien, vous pourrez demander un remplacement ou un remboursement de ce bien. Alors, pour dire qu'un bien n'est pas conforme à ce que vous avez commandé, et c'est notamment dans l'hypothèse où un vice, un défaut apparaît postérieurement à la livraison. Ce n'est pas la question de vous ouvrez le colis et puis vous vous rendez compte que vous avez demandé vous aviez demandé une robe bleue et vous avez finalement une robe rose. C'est pas ça, les garanties de conformité, c'est davantage si vous avez un problème, vous vous rendez compte, eh bien, une semaine après, eh bien, votre robe craque, votre meuble tombe en ruine, et ainsi de suite. L'intérêt, c'est que tous les défauts qui vont se révéler dans les 2 ans, à compter de la réception du bien, à compter de la livraison du bien, eh bien, sont présumés exister au moment de la vente. Et donc, on présume que ce défaut qui est apparu dans les 2 ans, et on présume qu'il existait bien au moment de la livraison, au moment de la vente. Et donc, vous pouvez mettre en œuvre la garantie de conformité, si vous avez un défaut qui apparaît. Pour les biens, alors là, la petite subtilité, c'est que pour les biens d'occasion, quand vous achetez un bien d'occasion, on a également la garantie de conformité pour les biens d'occasion. C'est simplement, là, c'est limité à 6 mois. Enfin, en tout cas, la présomption d'existence de la non-conformité au moment de la livraison n'a une durée que de 6 mois à compter de la livraison. Mais vous avez également cette garantie de conformité qui existe. Et donc globalement, un bien n'est pas conforme lorsqu'il n'est pas, l'expression c'est lorsqu'il n'est pas propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable. Et donc en général, c'est parce qu'il y a un vice qui apparaît, parce que il ne correspond pas à la description donnée par le vendeur, ou les caractéristiques spéciales définies d'un commun accord ne s'appliquent pas. Dernièrement, j'avais un dossier qui était une vente en ligne, mais pour l'achat d'un cheval, d'une jument, précisément en ligne. Et toute la difficulté, c'est que 3 mois après la vente et la livraison de cette jument, eh bien, la cliente indiquait que le comportement du cheval était le cheval était avec trop de caractère, trop agressif, et qu'elle ne pouvait pas le monter dans un cadre familial, et que c'est davantage une jument à destination pour faire des concours. Et donc elle a demandé la mise en œuvre de la garantie de conformité. Ce qui en réalité n'était pas le cas, puisqu'on a pu remonter les échanges entre les parties, et il avait été évoqué lors des échanges que cette jument avait une vocation pour faire des concours et non pas une vocation à usage familial. Et donc, c'était bien des caractéristiques qui étaient convenues entre les parties. Et donc, la garantie de conformité ne pouvait pas être mise en œuvre. Voilà. Donc, une fois que vous avez la garantie de conformité qui peut être mise en œuvre, vous avez le choix. Alors, attention, effectivement, parce que le principe, c'est le choix. C'est pour ça, en fait. Alors là, j'ai mis remboursement ou remplacement. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Vous avez le choix entre d'abord réparation ou remplacement. C'est réparation ou remplacement. Vous n'avez pas le choix au début. Vous ne pouvez pas exiger un remboursement. D'abord, vous devez choisir entre réparation et remplacement. Et le vendeur, si l'un ou l'autre a un coût manifestement disproportionné par rapport au coût réel du bien, eh bien, il peut refuser ce choix et donc imposer la réparation ou imposer le remplacement. Et c'est si la réparation et le remplacement sont impossibles, ou alors si c'est trop compliqué ou d'un commun accord, alors effectivement, les parties peuvent convenir d'un remboursement, donc d'une véritable résolution du contrat, et donc d'un remboursement, d'une restitution du prix, et donc d'une restitution du bien qui a été acheté. Là, cette fois, pour la garantie de conformité, le retour du bien
pour être remplacé, pour être réparé ou alors pour être remboursé, ce retour, par contre, nécessairement, il ne doit rien coûter au consommateur. Il ne coûte rien au consommateur. Le consommateur ne doit avoir aucun frais pour lui. Donc là, cette fois, aucun frais pour le consommateur qui peut en plus demander des dommages et intérêts s'il subit un préjudice autre. Donc voilà, garantie de conformité, quelque chose d'important qui est légal et toutes les entreprises ont l'obligation de vous la proposer. Alors certaines peuvent jouer un petit peu là-dessus, soit en présentant ça comme une garantie qui est exceptionnelle, comme l'indiquait Stéphane, donc qui pourrait être qualifiée de pratique déloyale. D'autres, au contraire, sont un peu plus vicieuses presque, puisqu'elles vont mettre en avant surtout la garantie commerciale d'1 an. Ils mettent en avant une garantie commerciale d'1 an, donc le consommateur va penser qu'il a une garantie d'1 an, donc ce qui est bien, il a une garantie d'1 an, et puis au bout d'1 an, il se dit, bon bah voilà, c'est fini, la garantie commerciale est terminée. Or, en réalité, il resterait toujours potentiellement la garantie de conformité. Donc, bien penser à cette garantie de conformité. Voilà, j'en ai terminé, donc je relaisse la parole pour terminer à Stéphane. Et cette fois, j'ai pensé à brancher mon micro, donc c'est pas mal. Alors, des observations, cette fois sur les données personnelles, parce que je ne résiste pas à l'envie de faire cette petite blague, parce que c'est mon dada, pour faire écho à ta vente de juments sur Internet. Bref, les données personnelles, tout ça, donc cette petite transition pour vous indiquer qu'une marketplace a l'obligation de vous donner un espace personnalisé dédié à chacun des utilisateurs et des acheteurs qui vont utiliser cette marketplace. L'intérêt, alors cet espace dédié doit naturellement être sécurisé, c'est-à-dire qu'on doit s'assurer que personne ne peut y accéder sans s'authentifier et donc utiliser vos identifiants pour éventuellement passer des achats grâce à vos données. L'intérêt sous l'aspect sécuriser ces achats en ligne, c'est que ça vous permet de mettre à jour vos données. Si par exemple vous avez déménagé et que vous souhaitez passer une nouvelle commande, ensuite eh bien, vous pouvez renseigner votre nouvelle adresse de livraison. Et également suivre vos achats, vos éventuels retours, à quel moment ils ont été retournés, à quel moment ils ont été réceptionnés par le vendeur, et ce qui vous permet aussi d'avoir une idée du délai dans lequel vous serez remboursé, puisque en matière de droit de la consommation, le délai ne doit pas excéder 14 jours entre le moment où le bien est restitué et le moment où vous êtes remboursé en cas de droit de rétractation. Voilà cette petite observation. Une autre observation en matière de données à caractère personnel, Mickaël en a parlé tout à l'heure sur les achats avec les données à caractère personnel. On peut passer au slide suivant, excuse-moi Mickaël. Notamment s'agissant des données de carte bancaire, puisque les données de carte bancaire ne peuvent pas être conservées sur un site dans l'hypothèse d'achat ultérieur sans votre consentement. Ça suppose qu'il y a un acte positif clair qui soit donné de votre part pour que vos données bancaires soient conservées par le site marchand pour une utilisation ultérieure. Donc ça fait partie de la délibération CNIL de 2012 qui parfois n'est pas toujours respectée, et c'est notamment la société, la décision Fnac Direct. La Fnac avait été sanctionnée puisqu'elle conservait par défaut l'ensemble des coordonnées bancaires sans recueillir le consentement préalable des internautes et des utilisateurs de ce service en ligne, et donc elle a été sanctionnée. Je rentre pas dans le détail, mais c'est vrai que si vous êtes curieux aussi, n'hésitez pas à consulter les politiques de confidentialité de ces données pour savoir, de ces sites, pardon, pour savoir quel usage est fait de vos données, notamment quels sont les destinataires des données, combien de temps ces données sont conservées aussi. Voilà, tout ça vous permettra d'avoir une vision précise de l'usage qui en est fait, et puis si cet usage est conforme, d'éviter qu'il y ait des risques de manipulation de vos données et de détournement des données pour faire des achats par quelqu'un qui aurait détourné vos données.
Autre observation, là je fais un rappel en matière de prospection commerciale, donc c'est le slide suivant. Je vous rappelle qu'en matière de prospection commerciale, lorsque vous passez une commande, je reprends mon exemple, je passe une commande sur le site de la Redoute, à la fin de ma commande, on va me dire, par défaut, je vais être dans la base de données de la Redoute et je vais recevoir de la prospection commerciale de la part de la Redoute. Si je ne veux plus en recevoir, j'ai ce qu'on appelle la possibilité d'exercer un droit d'opposition par l'opt-out. Et je dois cocher une case qui est « Je ne souhaite pas recevoir les informations de la part de la Redoute » parce que je viens d'acheter sur la Redoute. Donc, par défaut, je suis dans sa base de données. Mais si je poursuis sur mon exemple de la Redoute, j'ai donc cette mention « Je ne souhaite pas recevoir les informations de la Redoute » et il se peut aussi que la Redoute ait des accords avec certains de ses partenaires et revende le cas échéant mes données. Eh bien, je dois en être informé et je dois consentir. Cette fois, je dois donner mon accord par un procédé d'opt-in. Je dois donner mon consentement de manière claire par un acte positif. Et donc, je dois cocher une case ainsi libellée. Je souhaite recevoir les informations relatives au site partenaire de la Redoute et je dois même avoir accès à un lien qui liste quels sont les partenaires de la Redoute. Et dans un monde idéal, je devrais pouvoir choisir certains partenaires et pas d'autres pour recevoir leur communication. Évidemment, tout cela est dans un monde idéal, mais je souhaitais faire les rappels sur ces règles en matière de prospection commerciale qui sont encore pas tout à fait respectées par les sites marchands. Enfin, une dernière observation, attention au phishing, parce que, alors qu'appelle-t-on le phishing ? Hameçonnage en français, alors je vais monter en phishing, c'est la pêche aux données. C'est-à-dire que vous allez recevoir un mail de la part d'un escroc qui va se présenter comme étant la CPAM, comme étant Amélie, comme étant le Crédit Mutuel ou encore la Société Générale. Et alors certains vont vous dire, eh bien, vous avez des droits qu'il faut que vous encaissiez, donc merci de renseigner en répondant à ce mail l'ensemble de vos coordonnées bancaires. Ou encore votre banque qui vous dit, il faut mettre à jour vos données, redonnez-moi votre numéro de compte et de carte et toutes vos données qui vont ensuite me permettre, moi, escroc, de faire des achats. Donc, soyez très vigilants sur ce type de message. Un moyen simple de vérifier que cette demande est inopportune et malveillante, c'est souvent juste de regarder l'adresse de la personne qui vous envoie le mail, de la personne qui vous envoie ce mail, parce que généralement, c'est une adresse à rallonge qui n'a rien à voir avec celui qui se présente comme étant l'émetteur du message. Donc, c'est un moyen simple de vérifier. Si vous avez le moindre doute, envoyez un mail via votre espace dédié sur le compte Amélie en disant « Je ne comprends pas, j'ai reçu une demande curieuse, n'hésitez pas à revenir vers moi si c'est une escroquerie. » Enfin voilà, donc soyez curieux, soyez vigilants et ne vous laissez pas impressionner parce que vous avez l'impression que c'est un institutionnel qui s'adresse à vous et que vous avez peut-être gagné 12,07 € à l'issue de cette transaction. Vous allez vraisemblablement en perdre beaucoup plus. J'insiste bien sur ces pratiques qui sont devenues monnaie courante et la Cour de cassation à la jurisprudence est de plus en plus exigeante et reconnaît de plus en plus que l'utilisateur, le consommateur, en tout cas celui qui va renseigner ces données en répondant à ce mail malveillant aura manqué de vigilance. Et que ce manque de vigilance, c'est la faute de la victime et que par conséquent, elle n'est plus recevable
à demander le remboursement des sommes qui seraient prélevées sur son compte du fait de sa propre négligence. Donc vraiment, soyez très vigilants. La Cour de cassation apprécie de manière de plus en plus stricte le comportement du consommateur, de l'internaute, qui pourrait se montrer négligent ou manquer de vigilance à cette occasion. Voilà. Ah, ton micro. On ne t'entend plus, Michael. C'est la blague récurrente. On oublie de mettre son micro. Merci. J'en profite. Merci Sandrine qui organise tout cela. Merci Sandrine. Donc oui, si vous avez des questions, eh bien, nous sommes à votre disposition pour soit des précisions sur certains, sur ce qu'on a dit, ou soit des questions proches. Nathalie, oui. Non, vous avez levé la main. Oui, c'est Christine. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, vous avez évoqué le fait que les données, la marketplace devait mettre à disposition un espace dédié et sécurisé. Est-ce que ça se fait par l'intermédiaire du compte, et est-ce que ça veut dire que les achats qui nécessitent pas la création d'un compte ne sont pas sécurisés? Non, c'est que la marketplace a l'obligation de vous mettre à disposition un espace personnel dédié, mais vous avez la possibilité de ne pas l'utiliser. Oui, mais vous pouvez faire le choix de passer une commande sans créer de compte, justement parce que vous n'avez pas envie d'être dans la base de données, parce que vous ne voulez pas recevoir de la promotion, parce que vous ne voulez pas... ça ne va rien changer sur la sécurisation de votre achat. C'est juste un outil mis à votre disposition pour simplifier les démarches en cas de retour, de mise, de faciliter aussi les prochaines transactions, parce que par défaut, vos informations seront renseignées et que le cas échéant, vous pourrez les mettre à jour si par exemple vous déménagez. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Alors, est-ce que... Oui, il y a une question de... Je ne vois pas Monsieur Adalac. Monsieur Adelac, oui. Allez-y. Pardon, ouais. Alors, votre micro, du branchez votre micro parce qu'on s'est fait avoir plusieurs fois. Voilà, on se fait tout savoir. Ah. Tac. Voilà. Activation. C'est bon. Là, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors, c'est surtout concernant la prospection commerciale. Lorsque j'essaie de voir si la prospection commerciale par téléphonique provient justement des renseignements personnels qu'on a donnés à un vendeur à un moment donné et qui les a transmis à quelqu'un d'autre à notre insu, qui nous prospecte par téléphone. Est-ce que ça... Alors, la prospection commerciale, alors normalement, si vous voulez ne pas faire l'objet de prospection commerciale, vous avez la possibilité de vous inscrire sur une liste Blocktel. Oui. Pour manifester votre droit d'opposition. Alors, on est d'accord que, et les informations sont remontées auprès du gouvernement qui est en train de travailler sur une nouvelle solution, mais Blocktel n'est pas tout à fait à jour. Vous avez la possibilité, lorsque vous faites l'objet d'un démarchage par téléphone, alors sachez qu'en matière de démarchage par téléphone, la règle, c'est la règle de l'opt-out. C'est-à-dire que par défaut, on va considérer que vous êtes susceptible de faire l'objet d'un démarchage téléphonique et que c'est uniquement si vous vous y opposez que vous serez supprimé des listes de diffusion. Donc, ça veut dire que lorsque vous êtes sollicité par téléphone, vous avez la possibilité de demander à la personne d'où elle tient vos données. Elle doit vous donner cette information. En général, ils sont assez embarrassés. Et ensuite, vous avez la possibilité de leur dire, écoutez, moi, je souhaite être retiré de vos listes de diffusion, ne plus faire l'objet de démarchage. J'exerce mon droit d'opposition et s'il n'est pas effectif, vous ajoutez, je saisirai la CNIL. En général, c'est assez efficace. D'accord. Et même pour compléter, moi je sais que ça m'est, même à titre personnel, et ça m'est arrivé d'être démarché
En l'occurrence, c'était bon, pour une compagnie d'énergie. En fait, et nécessairement, donc j'ai donné, je ne vous connais pas, donc effectivement, comment vous avez mes données? Donc effectivement, l'opérateur ne sait pas. Donc je lui parle du RGPD, du DPO, il ne sait pas. Il dit je demande à mon supérieur. Il ne sait pas, donc finalement, je réussis à récupérer. Donc, on me renvoie vers la politique de confidentialité, donc c'est-à-dire au site web de cette entreprise. Et sur le site web de cette entreprise, dans la partie politique de confidentialité, nécessairement, on va retrouver une adresse mail qui va être indiquée. Et c'est l'adresse mail, c'est à cette adresse mail qu'on peut envoyer un mail pour demander des informations. Et donc, j'ai envoyé un mail. Je me suis bien embêté. J'ai envoyé, parce qu'en fait, l'idée, voilà, c'était de faire toute la démarche complète. J'ai envoyé un mail pour savoir, voilà, on m'a démarché tel jour à telle heure. En plus, en fait, ce qui m'avait fait sourire, c'est que on m'avait indiqué mon adresse postale d'il y a 12 ans. J'ai déménagé 3 fois depuis. Et donc, je dis, vous êtes bien monsieur Untel, vous habitez bien ici. Alors oui, j'y ai habité il y a 12 ans. Et c'est vrai que j'avais le même numéro de téléphone. Et donc, tout ça. Et c'était un grand fournisseur. Donc, j'envoie un mail. Ils ont l'obligation de vous répondre dans le mois, c'est ça, il me semble. Ils ont l'obligation de vous répondre dans le mois. On m'a répondu en me renvoyant vers un autre prestataire à qui ils avaient acheté une liste de diffusion donc, avec un nouveau mail. Donc j'ai envoyé un mail à cet autre prestataire et on m'a renvoyé ainsi à 3 prestataires avant d'avoir l'information qui était que c'était mon fournisseur d'énergie de l'époque qui effectivement avait revendu mes données. Mais effectivement, et en fait là il y avait clairement il y avait un manquement à la législation, notamment en termes de durée de conservation et d'exactitude et ainsi de suite. Je n'ai pas donné la suite. Je sais, comme c'était il y a quelques semaines, j'ai mis ça de côté. Je me réserve la possibilité de saisir la CNIL par principe, parce qu'effectivement, il faut que les pratiques changent. Et pour que ces pratiques changent, effectivement, il faut avoir quelques sanctions. Et on a de plus en plus de sanctions de la CNIL qui interviennent. Et donc, je me réserve. Quand on est avocat, on a rarement beaucoup de temps devant nous, mais effectivement, c'est pour faire aussi avancer un petit peu la prise de conscience par des entreprises et même par des grandes entreprises qu'il y a certaines pratiques qui doivent changer. Oui, sachant que ceux qui nous prospectent directement, assez souvent, ce sont des plateformes. Et donc, ils peuvent aussi bien, ils représentent plusieurs vendeurs, finalement. Oui, donc, complètement. Lorsqu'on les questionne, ils disent, nous, on n'en sait rien. On n'en sait rien finalement directement. Et en fait, même parfois, eux potentiellement, ils sont dans la légalité puisque potentiellement, ils ont acheté une liste de clients et on leur a certifié que la liste de clients, elle était légale, c'est-à-dire que tout le monde avait consenti. Donc, bien sûr. Après, tout ça est très compliqué justement. Il faut remonter la piste, savoir qui a fauté à un moment ou à un autre. Madame Loret, j'ai l'impression que vous avez une question. Merci bien. Il faut brancher votre micro. Oui. C'est toujours pareil. C'est le piège du micro. Bon. Alors, attendez, je vais couper mon micro. Est-ce que ça marche là? Oui. Oui, on vous entend. Bon, en plus de ce que vient de dire monsieur, maintenant, on a affaire à des robots. Et donc, il y a un numéro qui s'affiche, 01, 09, 106, peu importe. Et lorsqu'on décroche, c'est un robot qui parle. Et donc, on ne sait pas d'où vient l'appel et on ne peut procéder à aucune intervention pour s'en prémunir. Alors, c'est qu'en général, si c'est un robot, du coup, c'est parce que c'est pour vous proposer, c'est pour de la prospection, c'est pour vous proposer un service. Donc, à un moment ou à un autre, vous aurez peut-être un nom, une identité à un moment ou à un autre. Normalement, ils ont l'obligation aussi d'avoir un numéro de téléphone qui s'affiche auquel vous pouvez les rappeler. Ça fait partie des obligations, mais évidemment, pas toujours respecté. Oui, effectivement, oui. Ça, c'est une autre problématique. Effectivement, c'est vrai que la solution de Blocktel, elle est pertinente. Moi, je trouve que c'est dommage, effectivement, que ce soit aux particuliers de faire la démarche de se mettre sur le Blocktel et que normalement, ça ne devrait pas être dans ce sens-là, en fait. Mais en tout cas, ce qui peut être bien là plus concrètement, c'est de faire sur votre téléphone directement, de faire opposition sur un téléphone portable, de bloquer immédiatement le numéro. En tout cas, ce numéro précisément. Mais sauf que ce sont des numéros différents. Oui, oui, effectivement. Oui, oui, il faut effectivement. Il faut répondre qu'au numéro qu'on connaît et puis. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est d'autres problématiques. Il n'y a pas de réponse à tout. Non, il y a d'autres questions manifestement. Oui, monsieur Le est là.
Oui, Mais il votre faut micro. brancher votre micro, hein, j'ai l'impression que ça, c'est le running gag, hein, c'est le micro. Ouais, on oublie tous. Alors, il faut aller sur les. Voilà, c'est ça. C'est ça? C'est bon. Ouais. Moi, je suis à la Banque Postale. Il y a une double authentification avec Certicode Plus. Et j'y comprends rien. Parce que je dois recevoir. J'y comprends rien. Et même, des fois, je paye Orange par carte bancaire. On me demande rien. Alors, des fois, on reçoit un code. Enfin, vous allez me dire, bah, renseignez-vous auprès de la Banque Postale, quoi. Mais la double authentification européenne, là, moi, je n'y comprends rien. Je l'ai sur mon smartphone, Belible, là, je crois, et j'y comprends rien. En fait, alors là, la particularité, c'est qu'il y a certains sites qui ne l'ont pas mis en œuvre et ne la pratiquent pas, en fait. Et donc, malheureusement, il y a certains sites où vous n'avez pas double authentification, quand même vous avez pu la mettre en place par votre carte bancaire, en fait. Et ça, et j'avoue que j'ai pas de. Je m'étais posé la question et d'aller rechercher des informations, et même dans les conditions générales de vente, j'ai pas l'information, est-ce qu'ils pratiquent ou non la double authentification. Et ça, malheureusement, en fait, souvent, on ne l'apprend qu'une fois qu'on a procédé au paiement, qu'on a donné nos données bancaires. On attend presque le message ou la demande d'aller valider sur l'application, et on ne reçoit rien, on nous dit que le paiement est validé. Et effectivement, il n'y a pas de. Enfin, à moins que, après, je ne suis pas omniscient, mais c'est vrai que j'ai pas vu d'obligation de mentionner s'il y avait ou non la double authentification qui était en place au moment de paiement. Mais effectivement, c'est assez compliqué, et surtout, en fait, ce qui est un peu plus compliqué, c'est que les banques ont des pratiques différentes en termes de sécurité. Il y a une directive qui est entrée en vigueur l'année dernière, et donc les choses vont évoluer. Et donc, il me semble, après, je ne sais pas si Stéphane, tu l'as vu, mais en théorie, donc on devrait avoir une loi, je ne pense pas qu'elle est encore passée, sur sur des nouvelles obligations des organismes bancaires, et peut-être notamment pour avoir une harmonisation. J'ai un autre, bon, celui-là, bon, je vais me renseigner avec la Banque Postale, mais j'ai fait un achat d'un billet de train 100% digital. Et je ne vous dirai pas le montant parce que c'est pas ça le sujet, mais j'ai eu un échec, c'était marqué échec de la commande, incident technique au niveau de mon smartphone. Alors, j'ai essayé de. Alors, moi, j'ai noté ça, et après, comment retrouver. J'ai l'incident de commande, mais comment eux. Enfin, moi, j'ai noté ça, mais je ne sais pas comment le retrouver. C'est-à-dire que vous avez rentré toutes vos données de train et autres, vous avez validé la commande, et en fait, au moment du paiement, après, il y a eu échec de commande. J'ai commandé un billet de train, enfin, peu importe, c'était un TER, hein, et j'ai eu tout de suite, pratiquement tout de suite, un échec de la commande, incident technique à telle heure. Mais comment prouver? Parce que ça, c'était. En général, c'est dès que vous avez ça, n'hésitez pas à faire des captures d'écran. De faire une capture d'écran de votre. Ouais, mais c'était sur mon smartphone. On peut faire une photo de ça. Et en général, il y a aussi des moyens pour faire même des captures d'écran sur votre smartphone, en fait. Ça dépend du smartphone, mais essayez d'aller regarder. Justement, en général, il y a possibilité également de faire des captures d'écran de votre. Les photos via l'appareil photo intégré au téléphone, on fait une capture d'écran. Ouais. Mais là, votre problématique, c'est quoi? C'est parce que vous avez peur d'être. Vous avez été prélevé ou vous n'avez pas été prélevé? Si, j'ai eu parce que j'ai fait la commande à 10h30. Il y a eu un incident technique. Alors, prendre une photo de ce qui est sur le smartphone, je vois pas trop comment faire. Enfin, bref. C'est possible. C'est possible, ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai recommencé à 11h la commande du billet, et là, ça a marché, mais j'ai eu un double débit. Mais après, dans ce type, là, n'hésitez pas justement à envoyer, à écrire à la SNCF, ou en tout cas, aux partenaires, et puis pour expliquer la situation, et en théorie, il n'y aura pas de difficulté. En plus, moi, je suis à Nantes, là, hein, et pour envoyer une réclamation TER particulier, même la fille du guichet, elle était embêtée parce qu'elle ne savait même pas où m'envoyer. Elle m'a donné une adresse postale, hein, mais alors là,
Elle ouvrait Oui, grand les c'est- yeux. Il fallait aller Mais à en la général, professionnelle. j'imagine Comment? j'imagine que sur le site web, vous devez avoir de la même façon une adresse mail. Ouais, mais vous n'avez pas, pour les réclamations, ils sont malins, hein. Mais elle m'a donné quand même, la fille, l'agent de guichet, elle m'a donné une boîte postale, quoi. Mais elle sait même pas où c'est. Apparemment, bon. Rien ne vaut un c'est même- achat en guichet, quoi. Hein. C'est Ouais. comme les mots de passe sur ton petit carnet. C'est ça. En fait, oui, rien ne vaut l'achat sur le. Parce qu'avant, il y avait une adresse et maintenant ils l'ont enlevé. Alors, faut aller sur Facebook, Internet. Non, mais oui, effectivement, pour le coup, certains professionnels ne jouent pas véritablement le jeu de la transparence et c'est bien dommageable. C'est bien Moi, dommageable. j'ai toutes les références, hein, et je peux jurer sur l'honneur ce que je raconte, On quoi. témoignera, de toute façon, c'est filmé, monsieur. Je vais prendre vos coordonnées. Merci. Merci. Je vous en prie. Est-ce que quelqu'un avait une autre question? Oui, Oui. oui. Je suis comme monsieur à la banque postale. J'ai Certicode et j'ai rencontré mon conseiller financier dernièrement. Il m'a dit, est-ce que vous avez Certicode Plus? J'ai dit non. Il m'a dit bientôt, il dit de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Mais pour avoir Certicode Plus, il faut rentrer l'application sur son smartphone. Alors moi, je refuse de dépendre de cet engin pour toutes les occasions de la vie. Je trouve que j'ai un micro, ça me suffit pour mes opérations bancaires. Est-ce que c'est légal de pouvoir exiger ça? Alors, moi, je sais qu'effectivement, j'ai vu que les choses allaient changer. J'ai pas de réponse certaine là à vous donner. Je sais que qu'effectivement, la sécurité renforcée va être mise en place et va être justement obligatoire. Et ce qui est prévu, effectivement, c'est que la double authentification se fasse justement par une application. Mais il me semble qu'il y a une solution annexe qui a été prévue en cas d'absence de smartphone. Je ne sais plus, là je ne pourrais pas vous répondre, mais de mémoire, il y a quelque chose qui a été prévu. Si vous n'avez pas de smartphone. Alors je ne sais plus laquelle, Alors, mais il y a un quelque chose qui a été smartphone. prévu. J'ai un smartphone. Lorsque j'effectue une opération bancaire, si j'effectue un paiement, je reçois un SMS avec un code. Mais la certification, Certicode Plus, il faut rentrer l'application sur son smartphone. Oui, Et là, c'est ça. je ne suis pas d'accord. Oui, c'est ça en fait, parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y en a beaucoup, c'est par SMS, et que cette question de SMS, on considère que c'est pas suffisant et qu'il faut l'application. Mais voilà, en théorie, il y a quelque chose d'autre qui est prévu, en fait. Mais là, j'ai pas la réponse à vous donner, mais il y a quelque chose d'autre qui est prévu si vous n'avez pas, si vous ne voulez pas installer l'application. Mhm. En tout cas, je sais pas ce que ça pourrait être, mais peut-être c'est très de revalider avec votre conseiller au téléphone ou quelque chose comme ça, ou se déplacer en agence pour valider le paiement en ligne. Je ne sais pas. Oh là. Je me permets d'intervenir si vous voulez, parce que je travaille Oui. moi-même dans une banque. Oui. Et en fait, ça va être proposé comme solution. Enfin, en tout cas, la solution là, elle a été imposée aux banques dans le cadre de la DSP2, la double authentification en fait. Donc, c'est imposé aux banques pour la défense du consommateur. Et la solution qui a été mise en place dans certaines banques, c'est la distribution d'un lecteur CAP qui existe déjà dans certaines banques comme les banques populaires. Et la distribution, si possible, gratuite pour ces personnes-là, soit qui ne disposent pas des smartphones, soit qui refusent. Oui, voilà, donc c'est un petit lecteur qui va être en plus, qui va être donné Voilà, la double authentification. pour mettre en place la double authentification. Ok, Et ça veut dire un lecteur, donc quelque chose de physique. d'accord, ok. Bon, bah, vous avez compris, il faut quitter la banque postale et puis aller voir à la concurrence. Alors, les banques mettent en place ces solutions. Il n'y a pas que, enfin, la banque postale, j'imagine qu'elle va. Non, mais oui, j'imagine qu'ils auront trouvé une solution. En fait. Commercialement, c'est de l'enjeu quand même. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une autre question? 19h30, sinon on va arrêter là cette présentation. Merci à vous.